Bonjour à vous, messieurs. Ça fait plaisir de vous avoir pour participer à cette discussion sur les initiatives de médiation pour des élections pacifiques et comment les rendre effectives, hein. On fera un focus notamment sur la Côte d'Ivoire. Dans la première partie, on parlera des initiatives de médiation pour les élections pacifiques en Côte d'Ivoire et dans la seconde partie, on discutera de comment les rendre véritablement effectives, ces initiatives de médiation pour arriver à des élections pacifiques en octobre prochain en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Séraphin Kouao, hein. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Indigo en Côte d'Ivoire. Vous travaillez sur les questions justement d'initiatives de paix pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire, sinon des initiatives de paix de façon générale en Côte d'Ivoire. Merci également à vous, Landry Couillot, de participer à cette discussion. Vous êtes enseignant, formateur à l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire, analyste politique ivoirien. Monsieur Traoré Lokwe, merci également à vous. Vous intervenez depuis Boaké. Vous êtes le porte-parole des chefs traditionnels de la région. D'abord, Séraphin Kwame, quand on parle, hein, pour poser le contexte, hein, que retenir est d'essentiel quand on parle d'initiative de médiation dans un contexte électoral pour des élections pacifiques, notamment sur le cas de la Côte d'Ivoire? Que retenir d'essentiel dans un premier temps pour poser le contexte? Bien, on ne peut pas parler d'initiative visant à apaiser le contexte électoral si on ne regarde pas les causes profondes qui conduisent à rendre les processus électoraux anxiogènes en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a deux ou trois éléments sur lesquels il faut d'abord s'accorder. La première des choses, c'est que quand on regarde l'histoire sociopolitique de la Côte d'Ivoire, une bonne partie des crises électorales procèdent de la faiblesse du consensus autour des règles du jeu politique. Donc là-dessus, quand on parle de faiblesse du consensus, il y a aussi la question même de la crise de confiance entre les acteurs politiques, parce que le constat qu'on fait, c'est que généralement en Côte d'Ivoire, on ne croit aux élections que lorsqu'on les organise soi-même. Donc, il y a un premier élément qui est justement comment on crée cette confiance entre les acteurs politiques pour qu'ils s'accordent sur les règles du jeu, de sorte à obtenir des élections qui soient crédibles avec des résultats acceptés par tous. Donc, le premier travail, c'est à ce niveau-là. Travailler justement à accorder, entre guillemets, les violons entre les acteurs politiques et à les amener à un minimum de consensus. Le deuxième élément, c'est par le bas, j'ai envie de dire, parce que s'il y a violence politique, c'est parce qu'il y a un contexte qui se prédispose à de la violence politique. Donc, il y a cette tendance à transposer la violence politique sur le terrain communautaire. Et donc, là-dessus, c'est comment arbitrer tous ces conflits locaux, tous ces ressentiments communautaires sur lesquels le marketing politique des identités prospère. Donc, pour moi, il y a ces deux dimensions-là. Faire de l'intermédiation pour des élections qui soient apaisées et autres, c'est travailler par le haut sur les acteurs politiques, rassurer les uns et les autres, créer de la confiance, créer un minimum de consensus sur les règles du jeu politique. Et puis par le bas, apaiser les contextes, travailler à assécher les terreaux fertiles sur lesquels peuvent prospérer la violence politique, notamment les compétitions foncières mal arbitrées, notamment les ressentiments communautaires autour des questions identitaires, etc. Donc pour moi, quand on parle justement de cela, il faut tenir compte au moins de ces deux dimensions. Et bien sûr, hein, on aura largement l'occasion d'en parler. Landry Couillot, quelle analyse faites-vous du climat politique en Côte d'Ivoire à 4 mois de la prochaine élection présidentielle? Merci de m'inviter à participer à ces échanges-là. Alors, le climat politique n'a guère changé, il n'y a pas de choses inédites. C'est que la Côte d'Ivoire a, de manière cyclique, sa période d'anxiété qui est collectivement partagée par les populations et qui est périodique, les élections étant des éléments, l'élection présidentielle notamment étant l'événement qui cristallise aussi bien les passions et la résurgence des différents conflits, des griefs de tout ordre. Il est tout à fait normal de pouvoir apprécier chaque 5 ans à l'approche des élections un tel phénomène de montée en puissance des risques de défragration de notre société, étant donné que les causes ont du mal à être traitées réellement dans le fond. C'est bien de ça qu'il est question. On contourne les problèmes sans réellement se donner les moyens de les régler. On les transporte et on les transpose chaque quinquennat.
Et c'est au pouvoir qui est en place qui a la capacité d'être peut-être plus fort que l'autre, de pouvoir les mitiger ou les mettre sous le boisseau, mais nous ne sommes pas encore arrivés à un stade où réellement, de manière très civilisée et très organisée, donc conformément ou à la lumière du cadre juridique et institutionnel, nous nous donnons les moyens de régler définitivement ces questions-là. Des élections qui, normalement, certes, ont un enjeu politique, mais qui devaient s'organiser dans un cadre purement légal et institutionnel, sont réellement parasitées par des pesanteurs d'ordre politique et partisane, ce qui fait que les problématiques qui ont été évoquées par mon prédécesseur, qui sont relatives à la faiblesse du consensus, la crise de confiance dans les institutions, dans les personnes qui les animent, et puis les questions relatives aux relations entre les communautés, demeurent des problèmes qui demeurent et qui malheureusement n'offrent pas à notre pays la possibilité d'aborder avec sérénité des élections, soit présidentielles, législatives ou locales. Et bien sûr, on discutera tout au long justement de notre débat. Traoré Lokwe, je me tourne vers vous. Vous intervenez depuis Bouaké, je le rappelle encore, vous êtes le porte-parole des chefs traditionnels de la région. Alors quel est le climat sociopolitique à Bouaké, région qui a quand même été le théâtre de violence lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Aujourd'hui, à l'approche des élections, à 4 mois, quel est le climat sociopolitique dans la région, avant de parler des initiatives de médiation à Bouaké? Bien, moi, je suis Paul Traoré, porte-parole de l'Union des chefs de communautés résidents à Bouaké. Bien sûr, Toutes les ethnies ivoiriennes bien sûr, bien sûr. vivent à Bouaké. Les différents chefs de ces communautés se sont mis ensemble pour créer l'Union des chefs de communautés résidents à Bouaké, et c'est ici pour entretenir un environnement propice, un environnement très propice. Bien sûr, merci pour la précision. De vivre ensemble. Et le climat qui prévaut aujourd'hui à Bouaké, c'est la sérénité, puisque depuis ce qui s'est passé en 2020, Bouaké a tiré beaucoup de leçons de ce qui est arrivé en 2020. Et en tout cas, nous travaillons de concert avec la chefferie traditionnelle baoulé, avec le forum des guides religieux, avec la jeunesse, avec les associations de femmes, ce qui permet qu'aujourd'hui, il n'y a pas de choses où quelqu'un puisse dire, il n'y a pas d'événement où quelqu'un puisse dire qu'il y a une crainte au niveau de Bouaké. Parce que la sérénité est là, parce que chacun sait que chaque parti politique a le droit de jouer sa partition, mais sans violence, sans perturber quoi que ce soit, dans le respect mutuel des uns et des autres. C'est dans ce contexte-là que nous vivons dans la région de Bouaké. Et bien sûr, depuis la crise post-électorale, vous le soulignez, vous êtes arrivé justement à cette paix dans la région de Bouaké qui est consolidée au jour le jour. Et, finalement, est-ce que tout cela est entériné? Est-ce qu'au sein de la population, le souvenir de la crise post-électorale est déjà derrière et qu'on se dit plus jamais ça désormais dans la région? C'est ce que l'on s'est dit. Il faut toujours tirer les enseignements du passé. À partir du moment où il y a un passé et on s'est trouvé qu'il y a eu vraiment beaucoup de déviations, ça permet à tout un chacun de se dire ça ne doit plus jamais passer par Bouaké, par la région de Bouaké. Et tout ce que nous devons faire, il faut que nous restons unis, puisque où nous sommes là, nous sommes de la même famille. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est tous les habitants et chacun a le droit de faire vraiment, d'avoir son parti politique et ne même pas en faire porter en torche au comportement des uns et des autres, mais que chacun ait un comportement responsable. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse que les gens instrumentalisent, nous avons une jeunesse, des leaders, des jeunes qui sont très responsables, et nous avons développé des systèmes de relations intergénérationnelles qui permettent aujourd'hui vraiment de prévenir tout ce qui a comme acte d'incivisme. Et bien sûr, le cas de Bouaké, on continuera d'en parler. Landry Couillot, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la Côte d'Ivoire a besoin de médiation entre les différents acteurs pour arriver à une élection pacifique en octobre prochain? Alors déjà, on observe une tension politique qui monte plus ou moins avec notamment certains candidats à l'élection présidentielle, sinon certains leaders politiques qui souhaitent être candidats à l'élection présidentielle qui sont exclus de la course justement
à l'élection présidentielle, des leaders politiques qui dénoncent une élection présidentielle à venir non inclusive. Alors, dans ce contexte aujourd'hui de tensions politiques qui montent de plus en plus, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la Côte d'Ivoire a besoin de médiation? Et on parlera bien sûr de la médiation de l'Union africaine qui a commencé dans le pays. L'Union africaine effectue une mission de bons offices, hein, parce que nous sommes entrés dans un cadre de véritable médiation, parce qu'il y a belligérance. Il est important notamment de noter qu'il y a une tension, et la tension, elle résulte de ce que tout le monde n'accepte pas le cadre juridique et institutionnel euh, dans lequel l'élection doit pouvoir être organisée. Ça, c'est une réalité. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'acceptent pas? Ils ne l'acceptent pas parce que pour certains qui sont dans une démarche purement républicaine, les règles sont d'année après année plus endurcies et qui ne permettent pas donc à certains candidats ou personnes voulant faire acte de candidature de pouvoir le faire parce qu'il y a énormément d'éléments contraignants. Il y a d'autres candidats qui estiment que ils ont été arbitrairement mis à l'écart parce que les décisions de justice le concernant seraient des décisions viciées et non conformes à la réalité ou à la vérité. Et certains qui estiment aussi que, comme le président du PDC-RDA, qu'il faut la révision de la liste électorale pour lui permettre d'être réhabilité. Donc, je crois pour ma part que le problème n'est pas tant les lois, le problème n'est pas tant les institutions, parce que quand vous le demandez aux uns aux autres, qu'est-ce que vous les reprochez pour de vrai, il est difficile de sortir des arguments réellement pertinents au point qu'ils soient des éléments bloquants. C'est plutôt les questions spécifiques à des personnes et qui, du fait de leur aura, du fait de leur statut, du fait de l'intérêt que les uns et les autres leur manifestent, estiment qu'ils devraient pouvoir obtenir des facilités ou un aménagement du cadre juridique et institutionnel afin de leur permettre de participer au travers de leur personne, de permettre à une partie de la population de se sentir concernée dans l'élection. Et ce qu'il dit fait sens aussi, il faut entendre ça, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un cadre, dans une démarche, une dimension politique où la personne, l'individu, à lui tout seul, incarne l'espoir, la projection de plusieurs autres personnes. Et si on vote, non pas un projet, on vote un individu, aussi mortel soit-il, comportant des insuffisances, des lacunes et des limites, c'est un individu. C'est de ça qu'il est question. C'est un chef, un leader, et qui porte avec lui les espérances d'un groupe de personnes, ethniquement ou idéologiquement rattachées, qu'importe, mais c'est cette réalité-là. Et on est donc plutôt dans cette démarche qui consiste à dire, faisons les lois ou euh, adaptons-les de sorte que tous ces leaders puissent être pris en compte. Cela veut dire que mettons en sommeil la loi parce que telle qu'elle est, elle ne convient pas à telle ou telle autre personne. Et puisqu'elle ne convient pas à telle personne, elle n'est pas bonne. Est-ce que vous comprenez les choses? Ce n'est pas que la loi soit fondamentalement mauvaise, mais parce qu'elle ne convient pas à telle personne, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce qu'au-delà de cette personne-là, il y a des milliers d'autres personnes qui peut-être ne sont même pas visées par la loi, parce que si elles étaient candidates, la loi ne leur poserait aucun problème. Mais étant donné qu'elle arrime, elle reverse leur personne, leur choix, leur projection dans l'avenir sur ce leader-là, la loi n'est donc pas bonne du tout. Voici le problème de notre pays. C'est de ça qu'il est question. Au point où j'interrogeais quelqu'un sur la question de savoir, mais faut-il faire la loi en fonction de chacun d'entre nous au point de qu'elle perde son caractère impersonnel? La question est là. Faut-il chaque 5 ans adapter la loi à tel leader au point où un jour, on aura un candidat qui serait peut-être un narcotrafiquant très puissant, très influent, qui a suffisamment d'argent,
suffisamment d'influence et d'impact sur la société et qui voudrait devenir président de la République et qui vous dirait, mais adaptez la loi là en fonction de moi. Parce que si vous n'avez pas fait, ne le faites pas, j'ai suffisamment pour moi les moyens, suffisamment pour moi la capacité de nuisance afin d'empêcher la tenue de ces élections. Je crois que pour ma part, il faut faire un effort. Et pour moi, le consensus, il ne peut pas être un consensus politico-politicien. Le consensus républicain et démocratique, il est celui qui est mené et effectué au sein de nos institutions comme l'Assemblée nationale. Et quelqu'un me dira, mais elle est pratiquement à la couleur du parti au pouvoir. Alors je dirais, mais pourquoi voulez-vous qu'on consacre le principe de la paresse et de l'inefficacité? Si on veut se faire entendre au sein de cette institution où le consensus, le débat se fait afin de trouver une loi qui s'applique à tout le monde, il faut travailler à gagner des sièges au sein de cette institution, étant donné que les résultats ont prouvé que des dignitaires du parti sont tombés lorsqu'on a donné les moyens de les faire tomber d'un point de vue démocratique et électoral. Donc, si on ne veut pas avoir des institutions monochromes, il faut donc que les partis d'opposition développent des stratégies, certainement d'aller ensemble à ces élections afin de pouvoir les gagner et avoir un nombre important de sièges leur permettant de discuter dans le fond et de manière pertinente des lois afin que celles-ci correspondent aux aspirations des parts des populations qui leur ont fait confiance. Consensus, oui, mais consensus dans un cadre républicain et institutionnel afin que nos institutions puissent nous inspirer suffisamment confiance. Voici mon point de vue, mais je suis très méfiant de ces fameux consensus conjoncturels qui se font en marge des règles de la République entre des individus qui décident des choses à la lumière et des mesures d'accompagnement dans l'obscurité, et que lorsqu'il y a des déviations, c'est à ce moment-là qu'on fait payer le peuple. On en a trop souffert, il faut en sortir. Et à un moment donné, il faut dire, on arrête là. Certainement, ça ne va pas faire plaisir à d'autres personnes parce que quand on décide de mettre un terme à des pratiques parallèles à l'état de droit, n'est-ce pas? C'est sûr que certains en souffriront, mais pour les générations futures, on aura donc acquis de bonnes pratiques, de bonnes manières qui nous permettront d'avancer. Prenons le risque, pour une fois, de vivre, d'agir et de nous organiser selon des lois qui ont nécessairement besoin d'être améliorées législature après législature. Et bien sûr, vous avez souligné l'importance du consensus, hein, Landry Couillot, pour justement éviter même d'arriver aujourd'hui à des médiations en Côte d'Ivoire, un consensus qui mettrait tout le monde d'accord, justement, pour éviter d'arriver souvent à des médiations dans des cas souvent un peu critiques. Alors, Séraphin Kwame, à défaut, c'est peut-être pas le cas actuellement en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le pays est arrivé justement un stade où on a besoin d'initiatives de paix, initiatives de médiation, si vous voulez? Vous savez, je pense que beaucoup plus, et ça je rejoins totalement mon frère Couillot, beaucoup plus aujourd'hui qui est, il faut en appeler à la conscience citoyenne des uns et des autres. Je pense qu'on est arrivé à un moment où la répétition des crises cycliques autour des élections doit interpeller plus d'un. On est dans un pays où, justement, je le disais tantôt, on ne croit aux lois, on ne croit aux institutions que lorsque ça nous arrange. Et les petits arrangements qu'il y a eu depuis bientôt 30 ans sont justement c'est ceux-là qui nous posent problème aujourd'hui. Je pense que je parlais de consensus, mais il faut même qu'on en arrive. C'est vrai que c'est des grands concepts et autres qui sont parfois en leur sens dévoyés, mais il faut qu'on en arrive à un nouveau contrat social. Je pense que là, il faut que, voilà, moi je militerais même pour une forme de transition où justement on remettrait à plat et on s'accorderait sur les règles du jeu démocratique. Ça commande quand même qu'à un certain moment, on accepte de s'accorder sur le minimum. C'est vrai, aucune loi en soi n'est parfaite, aucune institution n'est parfaite, mais tout est dans la façon dont on l'anime, on les anime. Et là-dessus, je crois que la Côte d'Ivoire est arrivée à un moment où il faut cela. Vous savez, quand je regarde ce pays, à la différence de pays comme le Sénégal ou de pays peut-être comme le Burkina ou ailleurs, on n'a pas de figure d'autorité qui soit en capacité de mettre les entrepreneurs politiques ensemble et de leur demander de s'accorder. Malheureusement, ça n'existe pas chez nous.
ailleurs, peut-être des figures comme le Moronaba ou d'autres pourraient avoir cette figure d'autorité morale qui pourrait justement appeler les hommes. Malheureusement, on loue le travail que font les chefs traditionnels et autres, mais la tendance à parfois être elle-même, ces autorités coutumières et traditionnelles, partie prenante de la problématique elle-même. Donc là-dessus, il est important que voilà, on puisse solder un certain nombre de passifs, parce que le tout n'est pas aussi dans l'accord sur les règles du jeu. L'accord, le principe aussi, c'est de travailler sur tout ce qui nous a opposés et divisés depuis toutes ces années. Malheureusement, on ne prend pas le temps de travailler là-dessus. Donc, pour finir hein, sur le point, oui, on a besoin de trouver un moment un peu intermédiaire. Un moment intermédiaire où on pourrait justement s'accorder sur le minimum. Et puis, voilà, avoir un arbitre de tout ça, qui est une figure, qui soit une figure d'autorité, une poche de moralité, auquel tout le monde croit et qui pourrait nous aider à passer le cap. Sinon, malheureusement, on va aller de cycle de violence en cycle de violence, de remise en cause en remise en cause. Sinon, comme l'a dit Landry, il y a eu des moments où les gens se sont accordés, mais malheureusement, voilà, tant que ça les arrangeait, après, voilà, ils reviennent là-dessus. Donc, il est important justement qu'on puisse arriver vers ce nouveau contrat social, mais avec une figure morale ou une figure d'autorité qui puisse justement amener les différentes parties à s'accorder. Ça, c'est important. L'Union africaine et autres, malheureusement, je pense aussi, hein, autant on n'a pas confiance dans nos institutions locales, autant on peut ne pas avoir confiance dans ces institutions. Donc, à un certain moment, il faut justement s'accorder sur la figure morale ou la figure d'autorité qui est en capacité d'articuler les divergences qu'il y a aujourd'hui pour justement bâtir ce nouveau contrat social. Et bien sûr, dans la seconde partie, on reviendra justement sur la confiance accordée aux institutions qui font des initiatives de médiation de paix dans les différents pays, dont l'Union africaine qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Vous parlez tantôt de figures morales. Également, on en parlera, hein, Séverin Kwame. Alors, je vais donner la parole à Traoré Lokwe. Alors, comment s'organisent Traoré Lokwe, les chefs de communauté à Bouaké, en termes aujourd'hui d'initiatives de paix entre les différents acteurs dans la région pour pour prévenir et éviter des violences, d'éventuelles violences électorales dans la région Traoré Lokwe? Bon, au niveau de Bouaké, je crois, comme je vous l'ai dit, dès que pour nous, c'est la prévention, l'alerte précoce. Et avec la valeur de proximité, ça fait que lorsque il y a des velléités, des choses, automatiquement, nous sommes informés très tôt. Ça nous permet d'aller vers ces personnes pour leur donner des conseils. Et ensuite, nous passons de communauté en communauté pour aller donner les conseils à toute la communauté. On prend l'initiative, par exemple, de dire, bon, demain, nous allons rendre visite à la communauté BT et tous se retrouvent chez leur chef. Nous leur parlons de la valeur de la paix pour des élections. Pourquoi il faut des élections apaisées? Pourquoi il faut laisser chacun, en tout cas, faire valoir son droit de vote? Et nous disons toujours que soutenir un candidat, ce n'est pas se bagarrer pour lui, mais c'est par la voie des urnes qu'on montre qu'on soutient vraiment un candidat. Et nous donnons ces différents conseils. Si, par exemple, le jour de l'élection présidentielle, les gens se mobilisent, sortent massivement pour aller voter, se mettent sur la liste électorale et vont voter massivement, chacun a le libre choix de choisir son candidat. Ce n'est pas en faisant des palabres qu'on va dire que nous avons un candidat. Au contraire, si vous faites le palabre, vous provoquez des échauffourées, c'est que vous n'aimez même pas votre candidat, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Nous passons de communauté en communauté pour donner les conseils. Et puisque les leaders des jeunesses se sont montrés toujours une jeunesse assez responsable, une jeunesse soucieuse du devenir de la Côte d'Ivoire, en tout cas, les jeunes aussi font toujours des réunions, nous appellent et nous allons communiquer avec eux. Et nous faisons des réunions même avec les leaders des partis politiques au niveau de la région de Gbeke, pour que nous puissions vraiment dire comment, dans quel esprit nous souhaiterons que les élections se passent. Et qu'il n'y ait pas de discours de haine, ceci, cela, et que on va juger chacun à partir de son projet de société. Son projet de société, nous jugeons les uns à partir de ça. Et les guides religieux font la même chose, de conseil à les guides religieux. Nous travaillons de concert avec les associations de jeunes, les associations de femmes. Et quand nous faisons tout ce travail-là, en tout cas, chacun commence à prendre conscience de sa place, la place qu'il doit jouer, sa partition à jouer dans l'édification de la paix et surtout dans l'édification des élections libres et transparentes, des élections où tout le monde va se dire ça s'est bien passé,
Non, c'est celui qui a gagné, c'est son année. Et si nous n'avons pas gagné, nous devons encore revoir nos stratégies pour les élections futures. Et c'est dans ces veines-là nous travaillons au niveau de la région de Gbeke, les chefs traditionnels baoulés, les guides religieux, les leaders avec les associations de jeunes, les associations de femmes, et puis, en tout cas, l'union des chefs de communauté. Même nous impliquons à ces choses-là la CEDEAO, puis qu'au niveau de la région de Gbeke, tous les pays de la CEDEAO se sont mis au sein de l'union des pays de la CEDEAO et qui sont toujours avec nous, qui nous soutiennent dans toutes nos actions. Même s'ils ne s'impliquent pas dans l'aspect politique, en tout cas, ils donnent des conseils aussi à leurs enfants pour dire ne laissez pas des gens venir vous attirer pour aller poser des actes ignobles. Et c'est très important. Et bien sûr, Traoré Lokwe, on entendait Séverin Kwame qui parlait tantôt, quand on parlait de consensus aujourd'hui, pour une paix en Côte d'Ivoire, un consensus qui évitera justement des tensions et des crises dans le pays. Alors, il a soulevé tantôt le cas d'une autorité morale. Alors, on sait que les chefs communautaires traditionnels sur le continent africain, et en Côte d'Ivoire particulièrement, ont quand même une certaine voix qui porte. Alors, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne chose. La preuve en est, la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a sillonné toutes les 31 régions de Côte d'Ivoire pour venir s'entretenir avec toutes les populations, toutes les couches sociales, pour dire que nous devrons tout faire pour qu'il y ait des élections apaisées et qu'il n'y ait pas de violence et que chacun doit accepter l'autre. Et que ce n'est pas une animosité, mais c'est vraiment que chacun doit se juger à travers son projet de société. Si la Chambre des rois et chefs traditionnels a pris son bâton de pèlerin pour parcourir toute la Côte d'Ivoire, pour dire que ce soit à la population, que ce soit aux acteurs politiques, que nous ne voulons pas de violence et qu'il faut accepter, en tout cas, les projets de société de tout un chacun. Et que c'est par la voie des urnes que nous allons nous allons élire le candidat que nous voulons. Alors, je pense qu'il y a un pas très désiré qui a été déjà fait et que nous devons nous inspirer de ça. C'est quoi nous disons toujours à la jeunesse, vaut mieux avoir les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité. Et nous disons toujours aussi à la jeunesse de ne pas se fier aux rumeurs, parce que les rumeurs, il faut savoir gérer les rumeurs. Les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a certains qui balancent du n'importe quoi dessus et que les jeunes doivent savoir gérer les rumeurs, savoir ce qu'il faut faire et ne pas transmettre des informations tant que ce n'est pas vérifié. Nous donnons cette information à tout le monde. Il y a des ateliers de formation même qui sont donnés à la jeunesse pour que la jeunesse soit une jeunesse responsable. Des ateliers de formation sont donnés aux leaders communautaires et aux chefs traditionnels baoulés pour nous montrer quelles sont les stratégies de médiation que nous devons mener pour que nous puissions vivre dans la paix et la concorde. Landry Koyo, pour revenir sur la question justement du consensus, alors dans un contexte de crise de confiance au niveau institutionnel, alors qui est-ce qui pourrait jouer ce rôle aujourd'hui de garant d'autorité morale pour faire respecter ces lois qui feront des lois à l'issue d'un consensus? À partir du moment où il y a des lois. Ok. Traoré Lokwe, si vous voulez répondre, allez-y rapidement et puis on donnera la parole à Landry Koyo pour répondre à la même question. Allez-y. Je dis, à partir du moment où on a déjà élaboré des lois ont été élaborées et que maintenant, leur application, il appartient maintenant de la manière, la Chambre des rois et chefs traditionnels s'est mise en œuvre, en mission pour donner les conseils aux uns aux autres. Cela n'est pas pour la population seulement, c'est pour les élus. Et le consensus là, il appartiendra aux leaders politiques de se dire, à partir de tout ce qui a été fait, faisons tout pour avoir un consensus autour des élections, pour que nous ayons des élections apaisées. C'est comme ça. Bien sûr. Nous ne faisons que donner des conseils, mais nous ne faisons rien imposer. Mais c'est aux acteurs politiques de dire, à partir du moment où nos papas, nos guides, nos chefs traditionnels, nos chefs de communauté se sont mobilisés pour nous dire qu'il faudra des élections apaisées, je pense que ça va nous amener à dire que, en tout cas, un consensus peut se faire autour de tout ce qu'il y a. Bien sûr, on va laisser Landry Koyo, cette fois, Traoré Lokwe, répondre à la même question. Allez-y, Landry Koyo. Ce que je veux dire, c'est qu'en écoutant les uns les autres,
il y a des concepts qui sont évoqués et qui nécessitent d'être précisés. Consensus, autorité morale, on nous parle même de transition. On est dans quoi? Parce que si l'on doit pouvoir retenir ces concepts en vue d'en faire une réalité politique et sociale, voire même institutionnelle, cela veut dire que nous admettons que la Côte d'Ivoire est un État en crise, suffisamment en crise pour que les institutions ne fonctionnent pas, suffisamment en crise pour que ce pays-là ne puisse pas convoquer la collectivité des citoyens en vue de faire valoir leur, leur prétention à élire telle ou telle autre personne. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit, allez-y. Allô? Oui, on vous reçoit, allez-y. Allô? Oui, Justement, on vous reçoit je très dis, il bien, faut faire Landry Couillot. très attention. Qu'est-ce qu'on veut? Ok, justement, je dis, qu'est-ce qu'on veut? Parce que évoquer ça et induire cela dans les esprits des gens au point d'en être convaincus voudrait dire que nous admettons que nous sommes un État en crise. Est-ce que c'est parce qu'il y a manifestation de griefs, de mécontentement, de contestation, de protestation, que nous sommes un État suffisamment en crise au point où il faut tout remettre en cause en termes de construction républicaine? Il y a eu les gilets jaunes en France. Les questions de fond étaient importantes et même la manifestation des griefs était suffisamment sulfureuse. L'État français est-il allé en situation de transition? Alors, On a pour, mis de côté toutes les lois et on a... Alors, Landry Couillot, pour reposer clairement le contexte pour le cas de la Côte d'Ivoire, alors il y a des lois qui sont là, bien évidemment. Alors, dans un contexte de crise de confiance au niveau des institutions, des différents acteurs, les différents acteurs qui n'ont pas forcément confiance aux institutions, alors dans ce contexte, qui est-ce qui pourrait aujourd'hui jouer un rôle de médiation pour l'acceptation justement des lois qui font l'issue d'un consensus. Quand on sait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays sur le continent, il y a souvent des leaders religieux ou communautaires qui jouent souvent les médiations, malgré justement que les lois sont quand même appliquées. Mais justement, et j'en venais, si vous m'avez laissé ma Oui, démonstration, c'est pour dire allez-y, quoi? bien C'est sûr, pour dire allez-y. que même, prenons même le cas du Sénégal, parce qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans un piège. Sinon, la question de la transition, on l'a connue d'un point de vue politique et institutionnel en Côte d'Ivoire. On a vu ce que ça donnait. On a des transitions juste à côté de nous, et on voit ce que ça donne. Et ce n'est pas forcément le résultat qui était espéré. Le Sénégal a connu des moments difficiles, anxiogènes, terribles, à l'approche de la dernière élection présidentielle. Le consensus s'est fait non pas en parallèle de la loi et des institutions déjà établies, mais dans le cadre de la loi et des institutions. Qu'est-ce qui a dû être concédé? C'est les intérêts portant sur la personne de certains leaders. On n'a pas eu à concéder sur la loi. On n'a pas eu à concéder sur les institutions. On a eu à concéder sur ses ambitions propres. Est-ce que l'individu, aussi populaire soit-il, est suffisamment fort pour qu'une loi qui est l'expression de la volonté générale puisse être mise de côté? Pour ma part, je dis bien pour ma part, ce dont on veut obtenir, c'est-à-dire avoir des lois qui répondent aux aspirations de tous, ne nécessite pas qu'il y ait cette fameuse période d'attente ou de pause qu'on appellerait transition, où on remettrait en cause tout ce qui est déjà accompli et qu'on se doterait d'une autre autorité de transition et qu'on aurait donc à revoir la Constitution, à revoir... Non, je crois que c'est le plus gros piège que la Côte d'Ivoire doit éviter. On peut, je dis bien qu'on peut sortir de cette sorte de crise de confiance qui en réalité est portée sur des intérêts personnels en donnant la possibilité au peuple de Côte d'Ivoire de se prononcer. Je vous promets, si on a un taux de participation qui est bien au-delà de la moyenne historique, les gens sont capables d'inverser le cours de l'histoire de ce pays-là. Même un candidat, comme ceux qu'on appelle des petits candidats, sont en capacité de gagner. Si les gens sortent pour aller voter, même lorsqu'on a la volonté de tricher, à un certain seuil, on ne peut pas tricher. C'est une réalité.
M. Diomaye Faye gagne les élections au Sénégal parce qu'il Alors, on a un petit souci de connexion hein, avec Landry Couillot qui certainement nous reviendra tout à l'heure pour continuer son exposé. Mais avant, je vais me tourner vers vous, Séraphin Kwame, hein, avant qu'on ne retrouve la ligne avec Landry Couillot. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, Séraphin Kwame, il y a des initiatives de médiation pour arriver à des élections pacifiques en Côte d'Ivoire? Venant de l'international, oui, on a l'Union africaine qui a dépêché une délégation. Mm. Personnellement, j'ai reçu des mails de ce que une fondation Obasanjo viendrait en Côte d'Ivoire, etc. Donc, des initiatives sont là. Mais voilà, tout ça ne peut porter que si et seulement si il y a une volonté, il y a une volonté individuelle et collective qui met en avant l'intérêt général. Donc, effectivement, des initiatives existent, mais la grande question, hein, c'est qu'est-ce que tout ça va générer en termes d'acceptation des règles du jeu. Voilà, parce que des lois existent, des règles du jeu existent, mais est-ce qu'on est d'accord autour de cela et de la façon dont on les met en œuvre? C'est là le défi. Sinon, voilà, on peut être dans des environnements où justement, voilà, la loi est là. C'est pas parce que la loi est là que autour de la loi, les gens sont d'accord. Il y a un minimum aussi en termes de consensus autour de ces lois et de la façon dont on les applique. C'est un peu ça pour moi. Donc, voilà, il faut à un certain moment qu'effectivement, on assume qu'il y a un problème. Si 30 années durant, les périodes électorales sont aussi anxiogènes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au-delà des individus, au-delà de leurs prétentions, il y a quand même quelque chose en termes de rapport à ces choses, à ces institutions et à ces lois-là qui posent problème et sur lesquelles il faudra quand même à un certain moment qu'on s'accorde. Voilà. Je pense que le problème va même au-delà. Je parlais de ce qu'il faut faire par le haut en termes de construire la confiance, de ce qu'il faut faire par le bas. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur lesquelles il y a un problème et sur lesquelles il faut accepter d'avoir un regard objectif. Aujourd'hui, la question de l'état civil, la question de l'identité, la question de la participation politique de certaines entités en Côte d'Ivoire pose problème. Aujourd'hui, la question du découpage électoral et de la façon dont la représentation nationale se fait pose problème. Donc, l'un dans l'autre, il faut assumer qu'il y a quand même un problème. Et donc, ce n'est pas parce que des lois existent qu'elles règlent le problème. Ce n'est pas parce que des institutions existent qu'elles règlent le problème. Ce qui se passe ailleurs, c'est qu'à un certain moment, au-delà des institutions, au-delà des lois, il y a quand même une conscience nationale qui doit émerger. Il y a l'intérêt national qui doit primer, de sorte que les individus assument que voilà, ils ne peuvent pas aller dans le sens de l'un ou de l'autre et que voilà, il faut que ceux qui sont en compétition acceptent d'être régis par ces règles et par ces institutions. Donc pour moi, il y a un peu de ça aussi sur lequel il faudra qu'un travail se fasse. Mais voilà, tout dépend de ce qu'on assume comme étant la problématique qu'il faut adresser. Et rapidement, pour terminer la première partie de la discussion, Landry Couillot, je vous laisse rapidement terminer sur justement ce que vous étiez en train d'expliquer. Oui, je disais que tout à l'heure, les questions évoquées sont des questions qui sont connues pour leur caractère impératif. Est-ce qu'on a besoin d'une transition pour régler ça? Il faut véritablement qu'on manque de maturité politique et institutionnelle pour qu'on attire le regard de la communauté internationale comme un État où, en réalité, on est une société politique ou des dirigeants dans toutes leurs composantes dans une situation d'incapacité. Ce serait de montrer que en termes d'intelligence sociétale, la Côte d'Ivoire, c'est pas plus mûr qu'un enfant de 8 ans. Un pays qu'il va falloir mettre sous tutelle parce que quand vous parlez de transition, tout de suite, vous permettez à tout le monde de venir et de pouvoir régenter votre pays. Non, ces questions-là, elles sont importantes. Il faut les régler, mais on n'a pas besoin d'une transition pour le faire. Bon nombre de pays ont pu régler des problèmes tout aussi importants, voire plus importants. On n'a pas eu besoin de transition pour le faire. C'est pourquoi j'ai dit, faisons attention aux termes et aux concepts qui sont évoqués. Faisons très attention parce que nous avons une histoire. Il n'y a rien de nouveau en Côte d'Ivoire. Coup d'État, transition, crise militaro-politique, guerre. On a tout vu et on sait ce qui se passe. Les acteurs sont les mêmes.
Ils n'ont pas changé. Ce sont les mêmes. Et même ceux qui sont dits leurs fils ou leurs filleuls portent des capacités nocives tout aussi importantes. Donc, il faut faire très attention à ça. Ces lois, oui, il faut les traiter. Ces problèmes, il faut les traiter. Mais dans un cadre républicain, dans un cadre juridique. Et ceux qui sont en responsabilité doivent avoir ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude vis-à-vis d'eux-mêmes, de leurs propres intérêts ou des personnes qui ont facilité leur positionnement. Et cela dans un élan de conscience nationale. C'est de ça qu'il est question. Le Sénégal a pu éviter le piège du coup d'État, le piège de la transition, en appliquant ces lois, en appliquant et en respectant ces institutions. Pensez-vous qu'ils étaient tous confiants en ces institutions au moment où ils allaient à ces élections? Non. Mais ce sont ces institutions-là qui se sont donné les moyens d'inspirer la confiance aux autres. Donc, à un moment donné, je dis bien à un moment donné, il faut que nous-mêmes nous montrons que nous avons suffisamment de maturité. Mais je ne crois pas, en tout cas, je ne crois pas que nous trouvons une solution avec une période de transition. Je ne crois pas en ça. Au contraire, nous allons plonger très profondément parce que ça sera une période où l'on va mettre plus en avant, bien plus en avant cet intérêt particulier. Nous devons mettre plus en avant ces stratégies à pouvoir contrôler cette transition-là, comme cela s'est passé il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Et puis, au sorti de là, on va avoir encore une autre guerre. Je suis sûr, parce que les acteurs sont les mêmes, parce que les ambitions n'ont pas changé, parce que la conscience citoyenne n'est pas y arrivée. Le seul moyen de pouvoir socialiser l'homme, c'est dans un cadre d'état de droit. Et la loi, elle s'améliore, législature après législature. Il faut qu'on accepte de pouvoir parcourir ce chemin-là avec beaucoup de courage et de responsabilité. C'est ce que je tenais à dire. Et bien sûr, on arrive maintenant à la seconde partie de cette discussion pour parler de comment rendre effectif justement un consensus entre les différents acteurs et comment aujourd'hui rendre effectives les initiatives de médiation quand il le faut pour arriver à des élections pacifiques en Côte d'Ivoire, sinon à des élections de façon générale dans le pays. Et je vais commencer par vous, Landry Couillot, qui évoquait justement la question aujourd'hui des lois, du consensus autour des lois et du respect justement des lois dans le cadre républicain. Comment construire aujourd'hui un climat de confiance en Côte d'Ivoire dans un contexte où les différents acteurs se regardent en chien de faïence? Ben, il faut être réaliste, ce n'est pas en 4 mois qu'on va, on va régler cette question-là. C'est une question qui se Et justement, construit, qui se règle au fil du reconstruire temps. comment reconstruire ce climat de confiance pour éviter des crises, peut-être les années à venir, ou pour mettre tous les acteurs d'accord? Euh, alors, oui, vous savez, on peut déjà, c'est le travail qui doit être fait au niveau de chaque citoyen. Peut-être qu'on me dira que moi, je suis dans une projection à moyen et long terme. Je ne crois pas en des solutions à court terme pour des questions structurelles d'ordre politique. Non, non, non. Je crois que d'abord, le travail doit être fait au niveau des citoyens. Dans l'idée, le rapport qu'ils ont avec le pouvoir, la conquête du pouvoir d'État. C'est aussi au niveau des partis politiques et dans le choix de leurs leaders, dans leur capacité à développer des stratégies en A, en B, en C, en C. Se dire, le plus important pour nous, c'est ce que nous offrons et non pas la personne qui est censée porter le projet. C'est bien de ça qu'il est question. Si vous arrimez tout sur une personne, un individu, un mortel, c'est normal que vous vous trouvez dans pareille situation. Si vous idolâtrez un leader politique, encore que je trouve que c'est de la folie de le faire, mais vous trouvez dans pareille situation. Mais si pour vous, le plus important, c'est l'offre politique, vous pouvez interchanger les personnes que vous arriverez à gagner le pouvoir d'État. On a un exemple, c'est le Sénégal, il est tellement beau, cet exemple-là, surtout qu'il a été le fait de jeunes personnes. Alors, comment on a des personnes qui ont 80 ans, des personnes qui ont tout eu dans ce pays, qui ont occupé les plus hautes fonctions, qui ont eu, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui ont bouffé l'argent du pays. Et puis, c'est ces personnes qui sont incapables de pouvoir se transcender à ce niveau-là. C'est ça le problème pour moi. Voilà. On a tout pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir, avec sérénité, construire une société apaisée où les luttes pour une meilleure condition de vie et de travail peuvent être traitées, construites dans un cadre démocratique parce que la Constitution le permet. La société civile qui est représentée ici, par exemple, a les moyens d'être plus puissante, être plus influente.
même dans la prise, dans l'élaboration des lois, dans leur adoption, dans l'éducation des citoyens. Elle est capable de le faire, il faut lui faire confiance, mais il faut qu'elle s'affranchisse de ce tarimage avec les partis politiques qui s'en servent le plus souvent afin de pouvoir se donner une certaine légitimité. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, c'est une question de maturité, la volonté de se dire, je ne vais pas risquer ma vie pour un individu, mais je vais plutôt me battre pour vivre afin de pouvoir transformer mon environnement de vie et mon environnement de travail. Lorsque les leaders politiques se rendront compte que les citoyens se sont affranchis d'eux, lorsqu'ils se rendront compte que les gens n'ont pas besoin d'eux pour pouvoir se construire leur vie et se projeter, à ce moment-là, ce sont eux qui auront besoin de ces personnes et le dictat ne sera plus celui de ceux-ci, mais celui du peuple de Côte d'Ivoire qui, dans toute sa composante, n'a pas envie de voir ses efforts être détruits en une journée parce que X n'est content, X n'est pas content. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Voilà. Pour moi, il faut construire ça à moyen et long terme avec une volonté politique très claire et des personnes qui ont une haute conscience citoyenne. Et je peux vous le promettre, au-delà des grands partis politiques que nous avons, nous les félicitons pour le travail qu'ils ont accompli chacun lorsqu'ils étaient au pouvoir. Mais regardez très bien, il y a une émergence de nouveaux leaders politiques et de la société civile qui manifestent des choses intéressantes, non pas de manière saisonnière, mais qui au quotidien, de manière ordinaire, marchent aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire. Ils sont un formidable exemple, une preuve selon laquelle et pour laquelle il faut pouvoir espérer en notre pays. Pour les 4 mois qui suivent là, je ne crois pas en un miracle. Pas du tout. Je vais être réaliste. Mais c'est à chacun de faire son travail. La Chambre des rois et chefs traditionnels, de pouvoir continuer les médiations pour ce qui est de ses prérogatives au sein des populations et des communautés. Parce que je peux vous dire une chose, je vais le terminer. Ce n'est pas M. Laurent Gbagbo qui va laisser bagarrer sur le boulevard des Martyrs. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Ce ne sont pas ces ministres-là, ce ne sont pas ces hauts cadres-là. Le plus souvent, chacun a son contact avec une ambassade afin d'aller pouvoir s'y réfugier. Ce sont des individus qui se lèvent le matin, qui vont travailler, des élèves et des étudiants. Ce sont ceux-là dont les émotions sont chauffées à blanc et qui vont se déverser dans les rues. Si ces gars-là ne sortent pas dans les rues, il y aura quelle bagarre? S'ils font plutôt le choix de sortir massivement, se rendre dans les bureaux de vote, voter, et ensuite se rentrer chez eux à la maison et attendre les résultats, qui va se battre? Qui va se battre? Mais personne ne va se battre. La réalité, c'est ça. Donc, c'est de pouvoir nous convaincre du bon choix à faire. Le bon choix, c'est quand je ne suis pas d'accord, je peux faire un vote sanction. Les jeunes, là, peuvent se dire, s'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la gouvernance à Alassane Ouattara des 14 dernières années, ils iront voter un autre candidat. Le plus, qu'est-ce que les gens veulent? Ils se disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le régime qui est en place. Allez, ils peuvent le sanctionner massivement. Ils peuvent le sanctionner massivement. On n'a pas besoin de transition ni de coup d'État pour ça. S'il y a à 80% ou à 70% des Ivoiriens qui disent on ne veut pas de cette offre politique-là, qu'est-ce qui peut changer à ça? Rien du tout. Alors, c'est de dire, l'opposition se dit, ben, écoutez, comme il faut un front commun, notre front commun, ça doit être une démarche électorale et démocratique de dire, écoutez, on n'est pas d'accord avec ce qui se fait, on ne veut pas que ça continue encore sur 5 ans, nous allons massivement choisir quelqu'un qui est en compétition contre le candidat du pouvoir, nous gagnons et puis le consensus, nous le faisons avec lui afin d'avoir une offre de gouvernance ensemble. Est-ce que ce n'est pas plus raisonnable, ce n'est pas plus intelligible, ce n'est pas plus intelligent de faire ça plutôt que de faire basculer la vie de pauvres citoyens qui se sont battus pendant 15 ans pour construire leur propre vie, de remettre tout à plat alors que des personnes, nonobstant les crises que nous connaissons, maintiennent leur niveau de vie. À un moment donné, il faut que les Ivoiriens pensent à eux-mêmes parce que je ne crois pas un seul instant que les acteurs politiques, ils sont grands, la plus majeure partie ne pense pas à eux. Je n'ai pas dit tous, mais dit la plus grande partie ne pense pas au peuple de Côte d'Ivoire, mais il faut que les Ivoiriens puissent manifester suffisamment d'amour pour eux-mêmes. Et l'amour qu'ils manifestent pour eux-mêmes, c'est de préserver la paix, de préserver leurs acquis. Les plus petits acquis qu'ils ont pu le faire, il faut qu'ils les préservent. Et le seul moyen de le faire, c'est d'aller massivement dans les bureaux de vote et puis d'aller voter, soit pour ou soit contre. Mais qu'importe, allez voter massivement. Et à un certain niveau, on ne peut pas tricher. Et bien sûr, on va faire un dernier tour de table avant de se quitter. Traoré Lokoué, quelles peuvent être les meilleures initiatives de paix durable en Côte d'Ivoire? Vous parlez tantôt des initiatives des rois, des chefs traditionnels, des chefs de communauté. Quelles peuvent être d'autres meilleures initiatives aujourd'hui pour une paix durable en Côte d'Ivoire, pour un consensus en Côte d'Ivoire? Allô, Traoré Lokoué, c'est bon? Vous nous recevez toujours? Vous êtes toujours avec nous?
Alors, en attendant de pouvoir avoir Traoré Lokwe, je me tourne vers vous, hein, Monsieur Kwame Séraphin. Finalement, selon vous, quel consensus faut-il aujourd'hui à la Côte d'Ivoire? Le consensus, c'est s'accorder sur les règles du jeu. S'accorder sur les règles du jeu et partir sur le principe que quand on est d'accord sur les règles du jeu, qui peuvent ne pas être forcément optimum en termes de justesse, c'est qu'on accepte le principe du jeu électoral qui est que celui a gagné et celui qui a perdu a perdu. Donc tout part de là. Mais pour revenir à votre question sur les initiatives de paix, je pense qu'il y a un certain nombre de causes profondes sur lesquelles il faut travailler. Je pense aujourd'hui qu'il y a un élément de constat qui est fait en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a une forme de désespérance, il y a une forme de fatigue de la violence. Mais cette fatigue de la violence a aussi pour conséquence une forme de démobilisation de ceux qui ont la vocation d'aller voter. Aujourd'hui, sur certains scrutins, les taux de participation sont très faibles. Il faut réenchanter le processus politique et électoral en Côte d'Ivoire. Et pour ça, ben, à un certain moment, il faut assumer qu'on a un problème à un certain nombre de personnes et de personnalités. Même sans les mettre de côté, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit fait autour de cela. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui a besoin d'être regardé. Comment on réenchante le processus électoral, comment on réenchante et on intéresse les gens à la politique. Ça, c'est d'abord un premier élément sur lequel travailler et pour lequel je pense que beaucoup de choses doivent pouvoir être faites auprès des populations et autres. L'autre chose, on est dans un contexte où il y a une forme de banalisation. Vous savez, pour brûler un pays, pour brûler une ville, il ne faut pas être 1000 et 1 million. Il y a un entrepreneuriat politique de la violence qui existe. Il faut pouvoir mettre des mots là-dessus, identifier ceux-là qui sont à la tête. Aujourd'hui, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a des kidnappers qui se permettent d'avoir des propos qui frisent justement la défiance, qui frisent la mise à risque de la vie des populations. Il faut pouvoir les identifier, il faut travailler aussi à ce qu'il y ait, on ne banalise pas. Vous voyez, nous, on vient de faire un processus dans un certain nombre de localités, où même les pertes en vies humaines sont utilisées comme métaphore footballistique. On dit, voilà, on a eu 11-0. On a vu un autogol parce qu'on a tué un des nôtres alors qu'il était supposé être de l'autre côté. Ouais, on est dans des contextes comme ça où la violence devient faible, banale. Il faut pouvoir déblayer la conscience collective de ce qu'une vie humaine, elle vaut. Mais pour ça, le tout n'est pas dans des vœux pieux, dans des appels aussi bien formulés que soit-il dans... non, il faut dépasser les vœux pieux pour être sur le terrain, pour justement évaluer tous les risques et travailler sur ces causes profondes-là. Donc pour moi, il est important de revenir à ces choses-là, à ces fondamentaux, et de sorte que voilà, on puisse avoir des résultats. Voilà. Sinon, ben voilà, tant que les gens se sentent... Vous voyez l'idée même de l'impunité. Des gens ont tué, il y a comme une impunité. C'est vrai, on appelle à la loi et tout ça, mais bon, voilà, nous, on ne sait pas ce qui se passe sur les formes d'interpellation. Mais ça questionne aussi. Quand les gens ont le sentiment que, voilà, on peut tuer impunément, on peut ôter la vie impunément, sans qu'il n'y ait, on ne rende compte à la société pour ça, ça questionne aussi. Donc, à un certain moment, il faut réenchanter tout ce processus électoral. Il faut amener les gens à des raisons d'espérer et de croire en leur pays. Bien sûr, on ne saurait se quitter sans parler justement de votre organisation, l'ONG Indigo, je le disais, Séverin Kwame. Alors aujourd'hui, en termes d'initiatives de paix durable en Côte d'Ivoire, vous travaillez sur les questions de prévention de la violence. Aujourd'hui, en termes d'initiatives de paix en Côte d'Ivoire, quelles peuvent être les meilleures initiatives pour arriver à une véritable paix durable en Côte d'Ivoire? Oh, vous savez, il n'y a pas de meilleures initiatives. Il faut que les initiatives se complètent, chacun faisant ce qu'il peut faire. Je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs de la société civile et même de la société politique ont une responsabilité. Il y a l'éthique du métier politique qu'il faut pouvoir avoir, mais aussi il y a tout cet engagement collectif pour la paix. Et donc, pour ça, nous, dans notre cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de générer suffisamment de connaissances sur les dynamiques contextuelles. La première des choses, on a essayé de produire un baromètre, on a essayé de produire tout un ensemble de données factuelles à l'échelle du pays pour identifier les paramètres qui rendent un contexte vulnérable à la violence politique et électorale. Et là-dedans, il y a tout un ensemble d'éléments qui ressortent. Par exemple, toutes ces tensions, tous ces conflits mal résolus ou peu résolus qui deviennent des éléments sur lesquels prospère le marketing politique des identités. Il faut regarder l'offre politique et la façon dont certains entrepreneurs politiques présentent leur offre.
là-dessus, il y a tout un travail aussi à faire. Donc, on essaie, nous, dans le cadre de notre engagement, de mettre en place justement des dispositifs communautaires, des dispositifs collaboratifs, où justement des citoyens, indifféremment de leur bord politique, indifféremment de leur coloration ou de leur engagement, se mettent ensemble pour travailler justement à adresser ces causes profondes-là, identifier les viviers de violence et travailler justement à ce que ces viviers-là soient asséchés. Voilà. Donc pour nous, il est important d'articuler toutes les offres possibles. Je crois que pour la paix, aucune initiative n'est mineure. Pour la paix, il faut articuler toutes les compétences et toutes les volontés, mais il faut travailler véritablement sur les causes profondes. Et bien sûr, on va peut-être terminer par là rapidement, Landry Couillot, pour revenir un peu sur l'initiative, la mission de bons offices de l'Union africaine. Alors, il y a Séverin Kwame qui soulignait tantôt également de cette crise de confiance entre les acteurs locaux et souvent les institutions internationales. Comment aujourd'hui vous pensez que la mission de l'Union africaine peut aujourd'hui réussir justement cette mission de bons offices en Côte d'Ivoire afin de rassembler les différents acteurs et pour qu'on puisse arriver à une présidentielle apaisée pour le cas d'octobre prochain? Vous savez, les gens ont allez-y. confiance lorsqu'ils croient pouvoir tirer bénéfice de l'institution qui est sollicitée. Si l'institution a une position qui ne va pas dans leur sens, ils vous diront que cette institution-là n'est pas digne de confiance. Donc, je ne peux pas mesurer le niveau de confiance qu'a inspiré une institution nationale et internationale par rapport aux propos, à la position d'un homme politique, surtout ivoirien. Et il faut s'en méfier, il faut écarter ça tout de suite. Vous verrez que les mêmes qui disaient qu'ils sont contre ils se méfient de la communauté internationale sont les mêmes qui courent après elle aujourd'hui. Et puis vice-versa, lorsque le pouvoir pourrait changer de camp. Donc, on ne peut pas, je dis bien institution interne ou internationale, par rapport à la position, à la posture d'homme politique. Non, ça serait se perdre totalement et ne pas agir de manière utile pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ce que je veux dire, c'est que on nous demande de pouvoir connaître un réenchantement de l'expérience démocratique. Mais le seul moyen d'être à nouveau enchanté par l'expérience démocratique, c'est de faire de la démocratie. C'est d'en faire l'expérience au quotidien. Fondamentalement, vous pensez que la Côte d'Ivoire a fait ne serait-ce que 40% de l'expérience démocratique par rapport à ce qui est formulé dans nos textes constitutionnels, législatifs ou réglementaires. On n'a même pas encore fait. On n'a même pas encore pleinement fait l'expérience de la démocratie qu'on est déjà dans la lassitude. On veut limiter les violences, mais la seule manière de limiter la violence, ce n'est pas de s'asseoir et puis de parler. Ça ne va rien changer. Si je ne veux pas être violent et tout casser, je vais voter. C'est de ça qu'il est question. C'est l'action dans la démarche démocratique qui limite l'action dans la démarche insurrectionnelle. Donc, demandons aux gens de faire l'expérience de la démocratie nonobstant leur désenchantement, leur permettra bien sûr de sortir de cette situation lancinante et qui les livre bien sûr à écouter des propos, des discours extrêmement violents. On nous parle de consensus, mais ce consensus au final, il va aboutir à quoi? Il va aboutir à ce que il y ait une impunité générale. Les gens que nous visons et dont les propos sont décriés et qui comptent véritablement menaces pour les individus, mais pour la paix sociale, s'il faut les sanctionner, vous vous rendrez compte que lorsqu'on sanctionne un, on va dire tout de suite, c'est mon militant qu'on a sanctionné, on nous empêche de pouvoir nous exprimer librement. Vous voyez qu'il y a une véritable mauvaise foi parce qu'on refuse l'application de la loi tant est qu'elle ne nous est pas favorable dans notre stratégie. Je dis, faisons l'expérience de la démocratie et puis on en sera à nouveau enchanté. Sortons de la violence en choisissant de poser des actes qui participent à la paix, qui participent à l'apaisement. C'est de ça qu'il est question, c'est dans l'action. Ce n'est pas dans les échanges interminables qui ont coûté des milliards à l'État de Côte d'Ivoire et dont les résultats ne sont pas si probants que ça. C'est de ça qu'il est question. Nous avons un rendez-vous important en octobre 2025.
ainsi. C'est à nous de prouver que nous méritons le respect du monde, le reste d'Afrique, ou alors que l'on nous regarde avec mépris et petitesse. C'est à nous de dire que nous décidons de régler nos Landry Couillot est parti, malheureusement on l'a perdu on l'a perdu, Landry Couillot qui est malheureusement parti. En tout cas, merci beaucoup à vous messieurs, merci beaucoup Séraphin Kwame. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'ONG Indigo, une organisation de la société civile ivoirienne qui travaille sur les questions de prévention de conflits et de paix en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir participé à cette discussion. Merci pour vos analyses, vos commentaires et vivement à la prochaine, Séraphin Kwame. Merci beaucoup. Au revoir, M. Baka. Merci beaucoup. Merci également à Landry Couillot qu'on a malheureusement perdu à la fin de l'émission. Landry Couillot, enseignant formateur à l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire, qui est analyste politique ivoirien. Merci également à Traoré Lokoué, qui est également parti un peu plus tôt, qu'on n'a finalement pas pu retrouver en ligne, qui est le porte-parole des chefs des communautés de la région de Bouaké en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir participé justement à cette discussion consacrée aux initiatives de médiation pour les élections pacifiques en Côte d'Ivoire. Merci, vivement à la prochaine et au revoir. Bon début de week-end à tous.